La direction scientifique et le conseil scientifique de l'Institut du genre sont heureux de vous accueillir sur le campus Condorcet, où nous sommes installés depuis septembre 2019 pour ce premier jeudi du genre de l'année universitaire 2019-2020, qui est dédié donc à la cérémonie du prix de thèse. Je souhaite la bienvenue aux deux personnes lauréates, Anaïs Garcia et Mona Gérardin-Laverge, ainsi qu'à Madame Rose-Marie Lagrave, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, sociologue, qui nous fait l'honneur et l'amitié de présider la cérémonie. Sont aussi bienvenus parmi nous les représentants et les représentantes des établissements dans lesquels les lauréates ont soutenu leur thèse, leurs professeurs, leurs parents et leurs amis, ainsi que mes collègues du conseil scientifique, de la direction et de l'équipe du GIS Institut du genre. Nous sommes donc réunis pour la cérémonie de remise du prix de thèse de l'Institut du genre, récompensant les meilleures thèses en études de genre soutenues en France en 2018. Depuis 7 ans déjà, l'Institut du genre, sur la recommandation de son conseil scientifique, décerne ce prix pour soutenir la jeune recherche menée dans les établissements qui lui sont liés avec lui par un partenariat officiel et encourager la diffusion des connaissances dans le domaine du genre et des sexualités. La commission de sélection, présidée par Madame Catherine Soffer, professeure émérite en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du conseil scientifique, a étudié cette année les 35 thèses recevables reçues pendant la campagne de mai 2019 et réparti les thèses entre différents experts, membres du conseil scientifique de l'Institut et extérieurs. C'est le conseil scientifique de l'Institut du genre, réuni en séance plénière le 19 septembre dernier, qui a rendu son verdict, après avoir écouté les 2 rapporteurs de chacune des thèses, et à 2 tours de vote à bulletin secret, déclaré lauréate du prix de thèse 2018 par ordre alphabétique, Anaïs Garcia, pour Ligature, la reproduction des femmes indigènes au Guatemala, entre contrôle et résistance, une thèse en anthropologie sociale et historique sous la direction de Stéphanie Mulot et Valeria Robin Azevedo, excusez-moi, soutenue le 23 novembre 2018 à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Mona Gérardin-Laverge, pour Le langage est un lieu de lutte, la performativité du langage ordinaire dans la construction du genre et les luttes féministes, une thèse en philosophie, sous la direction de Sandra Logier, soutenue le 14 décembre 2018 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, pour se déterminer, le jury a été attentif à la centralité des questions de genre et ou de sexualité dans la problématique de la thèse, à l'originalité du sujet et de la démarche scientifique, à la qualité de l'écriture. Permettez-moi de souligner les éléments d'analyse suivants concernant le corpus de thèses qui ont été reçus cette année. Tout d'abord, le nombre de thèses déposées est très conséquent. Je le disais, 35, et ce nombre de thèses est en constante augmentation. Pour mémoire, en 2018, il s'agissait de 28 thèses. Les personnes qui présentent leur candidature représentent plus de la moitié des thèses qui ont été soutenues sur le genre, puisqu'il y a une 60aine de thèses sur le genre environ soutenues par an. De la même manière, le nombre d'établissements partenaires entrés en lice a augmenté aussi cette année. 15 établissements, soit la moitié des partenaires du GIS Institut du genre. Le HESS arrive en tête avec cette thèse, suivie par Paris Descartes, 4. Paris 1 et Sorbonne Université ont présenté 3 thèses, Paris 3, LAMU, Caen, Normandie, Paris Diderot, Paris 8, Rouen, Strasbourg et Toulouse, 2 thèses, Toulouse 2, pardon, 2 thèses. 3 universités enfin ont présenté une thèse, Clermont, Auvergne, Lyon 3, Normandie Université. Notons que 2 thèses étaient en co-tutelle
l'une à Paris Diderot avec l'Université de Sao Paulo du Brésil et l'autre à Strasbourg en co-tutelle avec l'Université de Pérouge en Italie. On constate cette année encore avec intérêt dans les thèses, comme d'ailleurs dans les appels à projets lancés par l'Institut, ou lors du 2e congrès international sur le thème genre et émancipation, qui s'est tenu en août 2019 en partenariat avec l'Université d'Angers, la diversification des disciplines. Alors, on retrouve les disciplines classiques du champ des études de genre en France, la sociologie avec 12 thèses, l'histoire 6, l'anthropologie avec 3 thèses, tandis qu'on constate la montée en puissance du genre dans les études littéraires, puisqu'on décompte 6 thèses dans ce domaine, quelle que soit l'ère géographique, la France, le Japon, etc. Enfin, cette année, le droit, la géographie, la philosophie, les études cinématographiques, les sciences de l'Antiquité, les sciences de l'éducation, les sciences de l'information et de la communication étaient également des disciplines représentées. Ainsi, le prix de thèse de l'Institut du genre, qui met en lumière des travaux excellents, dessine année après année le paysage des études de genre. Celle-ci, sans conteste, s'ancre dans le domaine de la recherche. La légitimation des études de genre et leur élargissement, objectif que s'était fixé à sa création en 2012 l'Institut du genre, sont ainsi atteints. C'est ce que démontre le répertoire des thèses sur le genre, qui a été créé par l'Institut, qui est disponible sur notre site internet, régulièrement mis à jour, et qui comprend près de 500 thèses, exactement 480. En 2019, les thèses soutenues en 2011 ont aussi été répertoriées. L'objectif en 2020 est d'inclure aussi celle de 2010, c'est-à-dire de remonter dans le temps. Ce répertoire qui se veut utile pour les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés témoigne de la richesse de ce champ de recherche et contribue à assurer sa visibilité à l'international. Mais il est temps de passer la parole à Madame Rosemarie Lagrave, présidente d'honneur de la cérémonie, mais permettez-moi en quelques mots de la présenter. Directrice d'études à l'EHESS, sociologue, Rosemarie Lagrave a exploré nombre de thèmes de recherche. Les paysans écrivains, les agricultrices, plus exactement le non-statut des femmes agricultrices, le communisme, le travail et l'éducation des femmes, la vieillesse et la dépendance. Objets à certaines époques qui étaient non légitimes, marginaux. Comme vous le disiez, Rosemarie Lagrave, dans un entretien récent sur votre parcours de recherche, ces lignes de recherche qui ont l'air éclatées ont comme lien d'être une critique de la naturalisation des faits sociaux. J'invite aussi cette assemblée à lire un article paru dans Genre, Sexualité et Société en 2010, intitulé « Se ressaisir », dans laquelle Rosemarie Lagrave analyse son parcours de transfuge de classe et la place que le féminisme y a prise comme manière d'être au monde et de le penser. Ainsi, parmi les nombreux ouvrages que vous avez écrits, dirigés et co-dirigés, citons, en rapport avec les thèmes que j'ai cités, celle de la terre agricultrice, l'invention politique d'un métier, aux éditions de l'EHESS en 1988, Voyage au pays d'une utopie déchue, Plaidoyer pour l'Europe centrale, Jeux et enjeux de genre, Paris à l'Harmattan. Non seulement vous avez contribué de manière pionnière à l'histoire des femmes, notamment avec ce chapitre « Une émancipation sous tutelle, éducation et travail des femmes au XXe siècle », paru donc dans l'histoire des femmes en Occident, sous la direction de Duby et Michel Perrault, mais vous avez contribué aussi à l'institutionnalisation des études de genre, en particulier en créant à l'EHESS le master Genre, politique et sexualité en 2006. Accordant une grande importance à la transmission, vous avez mis en place à l'EHESS des ateliers de formation de recherche en sciences sociales dans plusieurs pays de l'Europe centrale et orientale, et vous avez dirigé de très nombreuses thèses sur les thématiques de genre, dont l'une d'ailleurs fut récompensée par l'Institut du genre en 2016, celle de Delphine Lacombe. Il est temps maintenant que je vous passe la parole. Je commencerai comme ça. J'ai été instruite, ô combien instruite, par la thèse de Mona Gérardin-Lavergne, parce que, en lisant sa thèse, je sais que l'acte de parole consistant à remettre le prix de thèse de l'Institut du genre suppose deux choses. D'abord, que le public reconnaisse la procédure et le rituel social qu'ils impliquent, mais également, et ce n'est pas un détail, cet acte de parole
a le pouvoir de consacrer 2 thèses qui ont été distinguées, vous venez de le dire, par le GIS. En parlant et en vous parlant, j'ai donc le pouvoir de consacrer. Et ce constat introduit à une question qui est toujours au cœur d'une démarche féministe située. Qui suis-je donc, moi, pour consacrer? Ma seule légitimité vient de ce que, avec d'autres collègues, je n'ai eu de cesse de lutter pour que la transmission des études de genre trouve des ancrages institutionnels et s'inscrive constamment dans une démarche réflexive et critique des sciences sociales. Et je mesure ô combien aussi le chemin parcouru depuis la décennie 1970, où nous avons dû lutter pied à pied et collectivement pour que les études de genre accèdent au champ des sciences sociales et y soient reconnues. Il a fallu lutter pour que cèdent au moins partiellement les institutions. Il a fallu lutter pour déconstruire les schèmes de pensée androcentriques et faire admettre, puis reconnaître les approches féministes en sciences sociales. Le langage, dit Mona Gérardin-Lavergne, est un lieu de lutte. Et il l'a été dès le début du MLF, où dans les groupes de parole, mais aussi dans la littérature, puis dans les sciences sociales, on s'employait à déjouer l'emprise et la reprise de mots qui disaient et reproduisaient notre oppression. Dans tous ces espaces féministes se forgeaient des grammaires, des vocabulaires et des mots qui étaient autant d'actes de parole incorporés, pour reprendre vos termes, Mona, actes de parole subversifs qui, de slogans en invention de nouveaux concepts, sont parvenus à contester partiellement au moins la charge normative de la langue dominante et à proposer des alternatives. Rappeler cette histoire très succinctement, c'est pas simplement réveiller la mémoire, c'est inscrire ces 2 thèses consacrées aujourd'hui dans des luttes sociales, discursives, cognitives, scientifiques et politiques antérieures, dont elles sont à la fois le produit, mais aussi la continuation renouvelée, tellement renouvelée. Car l'historiographie des approches critiques féministes en sciences sociales est marquée par des moments où s'expriment des avancées épistémologiques décisives et des gains en connaissances remarquables. Et avec ces 2 thèses, nous sommes dans l'un de ces moments. Alors, loin de moi l'idée de vouloir les comparer, car ces 2 thèses sont incommensurables. Mais je voudrais juste ressaisir ce qui m'a saisi, moi, à la lecture de ces 2 thèses. Et à cet effet, je vais retenir 3 qualificatifs. Courage, professionnalisme, cadrage féministe revendiqué, mais agissant. Ça, c'est important. Le courage d'abord, ou la prise de risque. Certes, et tout le monde le sait, mener un doctorat à son terme suppose toujours ténacité et courage, mais là, l'ardeur et l'énergie qui traversent vos 2 textes sont si singulières que je voudrais vraiment m'y arrêter quelques instants. Le terrain d'enquête d'Anaïs Garcia fut particulièrement éprouvant, et le terme est faible dans ma bouche. Dans un Guatemala en proie à une violence sociale et politique systémique, qui s'est concrétisée par des massacres de populations indiennes en 2012, au moment même où Anaïs Garcia commence son terrain, situé dans une région les plus pauvres et les plus racisées du pays. Si l'histoire de l'anthropologie abonde en récits relatant les épreuves de terrain, retraduites souvent en morceaux de bravoure, en revanche, chez Anaïs, rien de tel. Vous ne vous posez jamais en anthropologue héroïque, mais vous notez avec beaucoup de retenue et de discrétion la violence des épreuves dont vous avez été l'objet et la violence des scènes dont vous avez été témoin. Vous vous êtes mis en danger physiquement, affectivement, éthiquement, mais non sans à travers tout votre manuscrit que la violence que vous subissez est constamment relativisée par rapport aux violences infligées à ces indiennes, et à votre tour, vous réalisez sur votre terrain que vous êtes une femme blanche.
C'est ce courage, un courage de corps à corps qui traverse votre manuscrit de part en part et résonne comme en écho à la violence politique structurelle, ou mieux, je dirais, cette violence structurelle se réplique dans votre corps, contraint constamment de se mettre aux aguets. Le courage chez Mona Gérard-Dalavergne est, lui, je dirais, épistémologique. Vous vous faites violence intellectuelle à vous-même, je dirais. C'est-à-dire violence par un travail tenace, précis, soumise à une réflexivité sans relâche qui prend à bras-le-corps concepts et propositions philosophiques parce que vous vous battez et vous vous débattez avec les auteurs les plus légitimes, vous déplacez certaines assertions classiques concernant les articulations entre genre et langage pour proposer sans cesse d'autres articulations entre deux auteurs. Par exemple, je pense à Butler, les articulations entre Butler et Bourdieu, mais également entre des auteurs, entre des courants de pensée, souvent disjoints, tel le matérialisme que vous requalifiez à bon escient de processuel, et la performativité du genre, pour montrer que la performativité du genre, dans le langage ordinaire, a des effets pour et dans les luttes. Votre bibliographie, rare, je dirais même très rare, par son ampleur interdisciplinaire et transnationale, dit à elle seule ce qu'il vous a fallu de lecture, et de lecture agissante dans votre démonstration, pour relever le défi et l'ambition que vous vous êtes donné, faire dialoguer des auteurs et des courants philosophiques pour construire votre propre position en vous affiliant, mais aussi en vous désaffiliant avec certains d'entre eux. Ce courage épistémologique est attesté par votre rapport de thèse qui fait quand même 24 pages. Et ce rapport de thèse, à mon sens, il pourrait être publié, tant il se présente comme un texte de propédeutique aux études de genre, tant il est à lui seul, me semble-t-il, un outil pédagogique très précieux. Mais, et c'est mon second point, on peut être courageuse, sans acquérir pour autant ce que, après des collègues, j'appelle les ficelles du métier. Or, tous les critères qui caractérisent le métier de chercheuse en sciences sociales sont à l'œuvre dans vos deux thèses. Chacune des thèses restitue sa démarche dans des débats scientifiques antérieurs, sans constituer ces derniers en héritage. C'est ça que j'ai apprécié aussi. Mais en leur imprimant à chaque fois une lecture critique. Réflexivité constante et vigilante sur les procédures mises en œuvre et sur soi en tant que personne située et productrice de sens. Souci de ne pas appréhender les faits comme des données, mais comme des performances. Et partant, mesurer donc le défi que représente le moment de la qualification. Faire la preuve, dans vos deux thèses, données empiriques à la pluie, des hypothèses suggérées, et capacité l'une et l'autre à vous laisser détourner vers d'autres pistes au vu de la synthèse de ces données. Vous avez su l'une et l'autre conduire un argumentaire qui satisfasse bien évidemment à la rhétorique scientifique propre au sens social, mais vous avez mis l'accent sur le lien insécable et revendiqué entre posture féministe et élaboration d'une problématique. Tous ces critères sont bien sûr configurés différemment dans chacune de vos thèses, mais ils constituent un socle commun où l'on reconnaît le professionnalisme des deux chercheuses, professionnalisme qui s'inscrit dans un cadrage féministe et politique, ou plutôt, je dirais, politique parce que féministe, et je voudrais en donner quelques exemples. Il est loin en effet le temps où, dans ma génération, nous étions obligés de composer avec notre militantisme féministe en ayant recours à de malhabiles circonvolutions pour atténuer et rendre académiquement acceptables les perspectives féministes de nos recherches. Il fut un temps que vous n'avez pas connu, où l'on ne mentionnait même pas nos textes féministes dans nos rapports de recherche, ni même dans nos curriculum vitae. Avec vos deux thèses, le temps des masques est en passe de passer. Dès l'introduction, Anaïs Garcia écrit que son engagement féministe a largement orienté son questionnement.
Et Mona Gérardin-Laverne n'a nul besoin de le préciser. Sa bibliographie et sa démonstration attestent d'une approche féministe qui ne se dément jamais, et à cet égard, peu de thèses convoquent de la sorte un impressionnant corpus de théoriciennes féministes mises en regard, en opposition ou en dialogue. Et à cet égard, votre débat avec Judith Butler est et restera un morceau d'anthologie. Cette affirmation et cette revendication d'un cadrage féministe sont un signe fort que les études de genre sont parvenues à une maturité scientifique et politique qui, dès les années 1970, était à toute notre horizon d'attente. La matrice de vos recherches, me semble-t-il, est en effet pour moi politique. Votre thèse, Anaïs, peut ressortir, et ça a été dit dans votre rapport et dans votre thèse, d'une anthropologie de la santé et de la reproduction, certes, mais à sa lecture, c'est à mes yeux d'une anthropologie politique dont il s'agit. Dans la mesure où vous portez au jour les dispositifs de suggestion des femmes indigènes par des biopolitiques destinés à les contraindre à des pratiques de planification et de stérilisation. Et ces biopolitiques, vous le montrez très bien, ne sont pas seulement du ressort de l'État, puisqu'elles sont aussi le résultat d'un consensus politique entre les églises, notamment les églises évangéliques, mais aussi avec les ONG et une fraction des personnels des centres de santé, qui, eux, portés par un culturalisme politique de mauvais aloi, que vous vous employez à déconstruire, justifient les programmes de stérilisation des femmes indigènes au nom d'un devoir envers la nation et au détriment, bien évidemment, du droit des individus et des communautés. Politique parce que féministe, votre thèse, Mona, en est une démonstration emblématique. La performativité du langage dans la construction du genre, de la classe et de la race, et de la configuration qu'elle dessine, introduisent à la fois à la subjectivation de soi et à l'invention d'un nous à venir, ce que vous appelez, selon vos termes, de communauté de pratiques, transformatrices et subversives à l'égard du monde tel qu'il va, et ce sont de véritables puissances d'agir. Et l'argumentaire et la visée politique de vos deux thèses ne s'expriment jamais mieux lorsque vous analysez l'une et l'autre les ruses, les détours et les subversions de l'ordre établi contre lesquels les femmes luttent sans désemparer. Anaïs, les analyses que vous faites concernant les stratégies de résistance des Indiennes sont à cet égard très éloquentes. Pour déjouer les fausses informations et les mensonges du personnel de santé, ces femmes se réapproprient les stigmates racistes et sexistes en les endossant pour se faire, je dirais, plus mâme que mâme, en faisant silence, en disant qu'elles ne comprennent pas l'espagnol alors qu'elles le comprennent, mais surtout, en construisant un réseau de partage d'informations entre elles pour échapper à l'emprise des biopolitiques. Ces arts de la résistance indigène sont d'autant plus remarquables qu'ils s'inscrivent dans une lutte pour penser, avec leurs mots, l'intersectionnalité de leur position et pour construire, et je reprends votre terme, un féminisme communautaire. Et votre titre, ligature au pluriel, peut, me semble-t-il, s'entendre de deux manières. Un acte médical et chirurgical, certes, mais aussi au sens de ligature linguistique. Tant la liaison que vous faites entre oppression et résistance est un accolage théorique et méthodologique. Dans votre thèse, Mona, on franchit un pas de plus dans les arts de la résistance, puisque tout votre effort consiste à penser une performativité, j'ai du mal avec ce mot, performativité insurrectionnelle, et c'est votre terme. Si le langage est un lieu de lutte, c'est parce qu'on peut en faire un lieu de contestation en dénaturalisant le discours dominant pour leur opposer des contre-discours émancipateurs, en présentant des exemples concrets de résistance dans et par le langage, et le geste subversif que constitue l'acte de nommer
et de qualifier de la part des dominés, allant jusqu'au refus de partager un langage commun. Vous introduisez progressivement l'idée d'un féminisme de coalition plutôt qu'identitaire, ce sont vos termes, fondé à la fois sur la capacité à déraciner l'oppression incorporée en nous par des pratiques politiques de soi et simultanément, et je vous cite, à développer une analyse stratégique collective pour réfléchir à ce qu'on peut, mais surtout à comment on le peut pour transformer l'ordre social. Vous le voyez dans des registres différents, vos deux thèses réouvrent et réinterpellent ce qu'être et se dire féministe veut dire dans le champ académique. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai lu l'une et l'autre. Alors pourquoi tant d'émotion? Parce qu'il me semble que votre classe d'âge s'est emparée de la plus belle manière des outils et des expériences féministes antérieures pour les affiner, les ciseler et les rendre beaucoup plus tranchants, afin de saisir les co-occurrences et les coprésences des oppressions, et lire cela à l'œuvre dans vos textes, et pour ma génération, la validation de nos efforts collectifs. Émotion, parce que vous ne dérivez jamais vers un registre scolastique ou une position de surplomb, mais vous embarquez avec vous les dominés, les dominés, et vous leur proposez des armes pour lutter contre leur oppression. Émotion encore que de voir vivre par l'écriture les silencieuses de l'histoire, que sont les femmes mâmes, accédant ainsi à une visibilité qui leur est refusée, ou de recevoir en don féministe ou en don de sororité cette lanceuse d'alerte langagière qui est votre thèse, Mona. Émotion enfin que de participer à cette consécration, signe fort et généreux de l'histoire de l'Institut du genre, mais également de tout le travail souvent passé sous silence de vos directrices de thèse, Stéphanie Mulot, Valérie Robin-Azevedo et Sandra Logier. Les nommer, c'est reconnaître leur fonction d'accompagnatrice. C'est dire aussi qu'elles participent à une entreprise collective, non plus seulement pour promouvoir les études de genre, mais pour déployer et déplier toute leur ambition épistémologique et politique, et à cet égard, en toute hypothèse, parce qu'il faudrait effectivement une recherche plus fine, on peut parler peut-être d'un tournant dans le champ des études du genre. Il me reste à vous souhaiter à toutes les deux que cette consécration par l'Institut du genre soit un atout supplémentaire pour une rapide intégration dans le champ académique, non seulement pour valider vos talents, mais surtout pour entrer à votre tour dans la chaîne des passeuses féministes en sens social, en défendant les études de genre et plus largement encore en défendant la cause féministe des sciences sociales, puisqu'elles sont attaquées dans de nombreux pays dans lesquels certaines chercheuses et chercheurs sont emprisonnés. En cela, vos deux thèses sont une formidable gifle à l'endroit de la bêtise et de l'obscurantisme politique. Je vous remercie. Recevoir ce prix me touche profondément et votre discours m'a beaucoup touchée aussi. Tout d'abord, c'est une reconnaissance, ce prix c'est une reconnaissance financière, et même si c'est pas toujours bienvenu de parler d'argent en premier dans notre milieu, c'est quand même important, particulièrement dans ce contexte de précarité universitaire. En terminant d'écrire ma thèse, je n'avais plus de revenus depuis 6 mois et j'ai alors eu l'opportunité de prendre un emploi dans une association de droit au logement. Cela m'a éloignée du monde académique, mais ça m'a permis aussi de récupérer, après ces 6 années de thèse qui ont été éprouvantes, comme vous l'avez souligné, à tout point de vue. Ce prix, ça m'encourage à présent à me replonger dans mon manuscrit en vue de sa publication, et pourquoi pas de sa traduction en espagnol, afin qu'il puisse être approprié, entre autres, par des chercheuses et militantes guatémaltèques. Pour ces raisons, je vous remercie sincèrement de cette reconnaissance. Je vais à présent vous parler de ma thèse, qui s'intitule « Ligature, la reproduction des femmes indigènes au Guatemala entre contrôle et résistance ». Le mot ligature est à la fois à comprendre au sens propre, celui de la ligature des trompes de Fallope, qui est une méthode de stérilisation féminine,
et au sens figuré, c'est-à-dire à l'enserrement, qui évoque des formes d'oppression qui s'exercent sur les femmes dans la libre disposition de son corps. Il s'agissait donc de décrire concrètement une réalité et de décrypter ce à quoi elle correspond en termes de rapports sociaux. Puis il y a l'autre sens que vous lui avez donné aussi. Il y a quelques années, on m'a rapporté une anecdote. C'était une élue qui, visitant les locaux d'une association d'aide aux femmes victimes de violences, avait dit à une mère de 4 enfants suivie par cette association « Mais quelle idée d'avoir tant d'enfants !» Or, cette élue avait elle-même 4 enfants. À ses yeux, le libre choix dans la planification familiale ne pouvait s'appliquer à toutes les femmes. Il n'est pas d'ailleurs rare d'entendre, explicitement ou implicitement, que l'on pourrait lire le niveau d'émancipation des femmes dans le nombre d'enfants. Dans ma vie militante et associative, j'ai accompagné régulièrement des femmes migrantes dans des rendez-vous gynécologiques en France. De nombreux comportements m'interpellaient avec une question récurrente. À quoi correspond cette démarche contradictoire de la part de certains professionnels de santé de chercher à favoriser l'émancipation des femmes par la contraception, tout en leur niant la possibilité de faire des choix en toute autonomie? J'observais que quand les femmes étaient non blanches ou affichaient des stigmates de précarité, le rapport des soignantes aux patientes avait tendance à se manifester par la transmission d'encore plus de normes contraignantes. Quand on transpose ces questionnements dans le contexte de racisme et de sexisme structurel guatémaltèque, on voit bien comment moraliser et normer fortement la reproduction à partir d'un motif d'émancipation des femmes ou encore d'un progrès pour l'ensemble de la nation peut légitimer l'usage de contraintes et de violences dans la régulation des naissances. Un billet publié en 2012 par un médecin activiste sur Internet dénonçait les stérilisations forcées des Mayas du Guatemala. En cherchant des études sur ce thème, j'ai constaté que ces études étaient presque toutes le fruit de programmes de développement qui avaient pour objectif de guider des groupes professionnels dédiés à la santé sexuelle et reproductive à atteindre de meilleurs résultats concernant la santé materno-infantile et le contrôle de la natalité. Ces études privilégiaient les données chiffrées, sans travail empirique approfondi. La parole des femmes destinataires des programmes de planification familiale n'était pas recueillie ou très peu considérée. Pourquoi ne pas construire alors une enquête plus qualitative et indépendante sur le thème de la stérilisation et plus généralement des politiques de planification familiale au Guatemala? La posture socio-anthropologique et féministe pouvait permettre de comprendre toute la complexité de ce sujet en utilisant notamment une approche intersectionnelle. À travers un travail de terrain étalé sur un peu plus de 3 ans, j'ai exploré l'encadrement des femmes indigènes par les politiques de planification familiale. En m'immergeant à la fois au cœur des dispositifs de santé en question et de l'intimité des femmes dans les communautés, j'ai cherché à identifier en quoi cet encadrement est un révélateur des rapports hiérarchiques de genre, d'ethnicité et de classe. Il est apparu évident que ces rapports sont déterminants pour traiter de la question citoyenne. Comment finalement comprendre et envisager les droits reproductifs dans un cadre où les choix des femmes en termes de planification familiale sont classés et hiérarchisés? Comment garantir ces droits lorsque les conditions d'accès à la santé, à l'information, à la sécurité, à la justice et à d'autres ressources sont fortement limitées? Je me suis concentrée dans le département de Huehuetenango, situé au nord du Guatemala, à la frontière mexicaine. Il a d'abord été difficile d'approprier ce lieu, tant scientifiquement qu'humainement, en raison de la grande violence qui s'y est imprégnée. J'ai heureusement réussi, grâce aux relations fortes que j'ai nouées, notamment avec des jeunes femmes indigènes que je fréquentais au quotidien dans l'internat où je vivais, à apprivoiser ce lieu. Cette région s'est révélée particulièrement complexe et intéressante pour plusieurs raisons intimement liées. Tout d'abord, environ 80% de la population de Huehuetenango est indigène et pauvre. Ce statut engendre une discrimination d'autant plus renforcée pour les femmes. Deuxièmement, ces rapports se mêlent au lourd passé des violences du conflit armé qui a duré jusque dans les années 90 et a revêtu un caractère génocidaire. Troisièmement, la mémoire de cette période est réactivée par les importants conflits actuels liés à l'exploitation des ressources naturelles par les entreprises multinationales. Les populations locales montrent de fortes capacités de résistance et d'organisation face à ce phénomène de la mondialisation néolibérale. C'est particulièrement le cas des femmes qui structurent des modes de pensée et d'agir assez inédits autour de la réappropriation du corps et du territoire, dans un contexte où elles sont les plus touchées par les multiples formes de violence.
Et quatrièmement, ces processus ont alimenté les conditions de pauvreté et une migration illégale vers les États-Unis parmi les plus élevées de la région centra-américaine. Cette pauvreté, cette migration reconfigure les rapports économiques et les organisations familiales. La structuration de mon manuscrit suit mon questionnement et ma démarche de recherche. Dans un premier temps, il s'agissait de comprendre les ambitions des programmes de planification familiale menés par l'État et les ONG et de détailler les moyens déployés pour cela. J'ai donc décrypté les postures institutionnelles par l'exploration de documents, archives, presse, littérature grise, tout en menant des entretiens avec des personnes administrant ce type de programme. Cela m'a permis d'éclairer un paradoxe au sein de ces programmes qui se présentent comme progressistes dans le cadre d'un développement global des pays du Sud. L'accès à des droits reproductifs s'accompagne de normes coercitives qui limitent ces droits. Il s'agit de faire adopter aux femmes de bonnes pratiques, comme le signalent les rapports institutionnels. La biomédecine et l'idéologie néo-malthusienne jouent un rôle clé dans la construction de ces normes, transmises par des dispositifs éducatifs qui empêchent le libre choix. Par exemple, des consultations médicales pré- et post-partum sont rendues obligatoires et deviennent un lieu privilégié pour promouvoir les méthodes contraceptives durables et définitives chez les patientes indigènes. Dans un second temps, j'ai essayé d'approfondir ces résultats en m'intéressant plus spécifiquement à l'application concrète des programmes et au rôle joué par les personnels de santé dans la diffusion de normes. J'ai accompagné au quotidien plusieurs équipes de santé pour observer minutieusement sous quelle forme se déclinaient les rapports des professionnels aux patientes. Ces équipes sont mobilisées autour d'une mission d'amélioration du bien-être national dans le cadre de la régulation des naissances chez les femmes indigènes. Ils se persuadent que cette régulation est l'élément essentiel pour améliorer les conditions du pays en termes d'écologie, d'émancipation des femmes, de pacification, d'alphabétisation, tout en alimentant un imaginaire raciste sur l'arriération des populations indigènes. Cette perspective missionnaire contribue à nourrir des pratiques professionnelles de préjugés et de violence envers ces femmes. Les pratiques de catégorisation négative, de stigmatisation, de discrimination, de refus de soins, de mensonges ou rétention d'informations nient aux femmes ainsi maltraitées toute citoyenneté thérapeutique et tout droit à disposer de leur corps et de leur reproduction. Dans un troisième temps, il était nécessaire de s'intéresser au vécu concret des femmes principales concernées par ces dispositifs institutionnels pour saisir la réalité de la planification familiale dans les communautés indigènes. À partir d'une soixantaine d'entretiens, réalisés avec des interprètes dans 4 communautés paysannes, je me suis penchée sur les pratiques et représentations sociales des femmes indigènes dans le champ de la planification familiale. J'ai cherché à comprendre leur dynamique, notamment dans l'interaction avec les politiques mises en place, mais aussi avec des configurations familiales et communautaires complexes. Les femmes pâtissent de la déresponsabilisation des hommes et se retrouvent souvent à assumer seules la reproduction, l'éducation et l'entretien des enfants. Elles cherchent à constituer des réseaux d'information et de partage d'expériences pour favoriser des formes d'empowerment. Elles gardent une conception ouverte de la planification familiale qui comprend des méthodes impensées telles que l'abstinence ou la circulation des enfants. Elles évoluent dans des conditions de vie très difficiles, marquées par la pauvreté, de lourds problèmes de santé, des expériences répétées de violence. Elles se confrontent à de nombreuses normes et contraintes dans la gestion de leur vie reproductive, à la fois au sein des communautés et des institutions médicales. Toutefois, j'ai essayé de montrer que les femmes ne sont pas passives. Au contraire, elles peuvent mettre en place des techniques individuelles et collectives de résistance et contourner certaines contraintes. Entre autres, elles préfèrent unanimement accoucher chez elles avec une sage-femme de la communauté qu'elles auront choisie. Elles résistent alors aux pressions des professionnels et aux dispositifs institutionnels mis en place pour les amener à accoucher en structure médicale. Ces femmes cherchent ainsi à gagner en droit et en autonomie dans leur gestion corporelle, sexuelle et reproductive. Pourtant, le traitement des questions liées à la sexualité et à la procréation des patientes de manière publique, massive, uniforme, impersonnelle et inadaptée dans les structures de santé enracine l'idée d'une appartenance collective du corps des femmes indigènes. Aussi, pour terminer cette étude, j'ai senti la nécessité de replacer l'ensemble des rapports décrits précédemment dans une perspective globale. Cette perspective prend en compte les éléments de contexte particuliers déjà mentionnés, liés à la mondialisation néolibérale et au post-conflit. Il s'agissait dans cette dernière partie de traiter de l'ampleur des formes et des conséquences des violences contre les femmes indigènes et de leur lien avec la question reproductive autour de l'appropriation de leur corps. Avant, pendant et après la guerre, l'État a permis, voire encouragé la violence sexuelle, la contrainte au travail domestique, l'exploitation de leur force de travail, la régulation autoritaire et contrôlée de leur reproduction.
Cela a contribué à renforcer un continuum de violence, ayant pour conséquence l'appropriation collective du corps des femmes au profit d'enjeux politiques et économiques. La conclusion de cette thèse va dans ce sens. Les politiques de développement au Guatemala, en contrôlant la reproduction des mères indigènes, n'améliorent en rien les conditions socio-économiques, environnementales, sécuritaires ou de justice des citoyennes. Cependant, les résistances mises en œuvre par ces femmes leur permettent de déconstruire et de combattre les violences endurées dans l'ensemble de leurs espaces de vie. Le travail de réflexion mené par des groupes de femmes indigènes intègre peu à peu les questions sexuelles et reproductives à une perspective plus large d'affirmation en tant que sujet de droit. Il laisse envisager l'émergence de contre-pouvoirs et de transformations dans l'appréhension des rapports au corps et à la vie. Ce travail de recherche m'a permis de mieux comprendre et analyser les liens entre violence et planification familiale dans un contexte spécifique, tout en ayant une perspective globale. Cette thèse s'éloigne de l'anthropologie culturaliste qui a pourtant marqué une grande partie des études précédemment menées au Guatemala et qui confine les femmes indigènes dans une vision traditionnaliste et misérabiliste de leurs conditions dont elles ne sauraient s'émanciper. Cette thèse s'attache moins à analyser les représentations culturelles du corps et de la santé, mais insiste sur leur inscription dans un contexte politique, social et historique marqué par plusieurs formes d'oppression, de vulnérabilité et de résistance. Les récents travaux inscrits dans une démarche politique féministe et postcoloniale ont trouvé en moi un écho très stimulant que mes activités de militante venaient faire résonner dans mon quotidien. C'est cet engagement politique qui a constitué le socle de ma motivation scientifique afin de restituer le destin et la force des femmes dont je parle dans ma thèse. Pour finir, je voulais dédier ce prix de thèse aux femmes de mon terrain de recherche qui m'ont accordé leur confiance en partageant leur quotidien et leurs histoires. Je partage également ce prix avec mes proches et mes collègues que j'ai eu une chance inouïe d'avoir à mes côtés. Et je voudrais en citer deux ici présentes, donc Valérie Robin et Clara Duterme. C'est en grande partie grâce à elles que je me suis inscrite en thèse et que je m'y suis maintenue. Elles m'ont inspirée, orientée et soutenue. Je suis très émue d'être avec vous toutes et tous ici ce soir. Merci encore du fond du cœur pour ce prix et ce sera un plaisir de discuter avec vous autour du pot. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, chers amis, chers collègues. Merci beaucoup d'être là ce soir pour la remise du prix de thèse de l'Institut du genre. Merci Anaïs pour cette présentation passionnante et merci Rosemary pour votre lecture très généreuse de notre travail et surtout de l'avoir inscrit dans une généalogie féministe. C'est très très précieux pour moi. Donc merci beaucoup pour la présentation que vous en avez faite. Je remercie très vivement l'Institut du genre et son conseil scientifique de me faire l'honneur de m'accorder ce prix de thèse, donc pour ma thèse qui est une thèse de philosophie sur le rôle du langage dans la construction du genre et dans les luttes féministes, que j'ai réalisée sous la direction de Sandra Logier à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et que j'ai soutenue en décembre dernier. C'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix parce qu'il constitue une reconnaissance vraiment importante de mon travail scientifique, de mon parcours aussi de chercheuse, de philosophe féministe ou de philosophe féministe qui tente de l'être. C'est un prix qui m'encourage à poursuivre mes travaux et qui me permettra de consacrer un temps important à la publication d'un ouvrage et d'articles scientifiques qui viseront à rendre publics et accessibles les résultats de mes travaux. Je suis aussi particulièrement heureuse de recevoir ce prix de thèse pour une thèse de philosophie. Il me semble que c'est un signe assez fort, notamment vis-à-vis de la philosophie, parce que la légitimité scientifique du féminisme et des études de genre est encore peu reconnue dans le monde académique philosophique, qui résiste au questionnement des biais sexistes de sa tradition et qui soupçonne souvent le genre et les approches féministes d'être trop politiques pour nourrir de véritables recherches. Réciproquement, il est parfois difficile de faire reconnaître au sein des études de genre la pertinence d'une approche proprement philosophique pour aborder ces objets qui semblent relever davantage des sciences sociales. Et c'est d'ailleurs un argument qui est utilisé dans le milieu académique philosophique pour rejeter le genre en dehors des études et le cantonner à un objet d'étude sociologique. Or, il me semble que, comme le défend notamment l'Institut du genre, le genre n'est pas seulement un objet, même s'il est aussi un objet de recherche, mais c'est aussi une perspective critique, c'est-à-dire à la fois scientifique et politique, qui permet d'analyser le monde social et la production de savoir.
Et c'est une perspective critique de cette sorte que j'ai cherché à développer dans mon travail de thèse, en m'interrogeant sur le rôle du langage dans la construction des rapports sociaux, et notamment des rapports de genre. Alors le constat de base, comme vous l'avez rappelé, Rosemary, c'est qu'il existe des luttes féministes qui sont des luttes dans et sur la langue. Alors tout simplement des combats pour prendre la parole et être entendu, des débats sur le sens et l'usage des mots, là très récemment sur le mot féminicide par exemple, des contestations du binarisme de genre et de certaines règles grammaticales, et des usages contestataires du langage comme la création de slogans. Ces pratiques manifestent une confiance dans le pouvoir du langage, c'est-à-dire dans la possibilité de faire effet avec son discours, d'opérer des changements de sens, d'opérer des prises de conscience et de créer des solidarités. Le langage est pensé comme un des outils de l'oppression et de la résistance. Donc ça, c'était le constat de départ, et à partir de ce constat, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait vraiment, réellement, dans et avec la langue. Est-ce que, en accordant une telle attention au langage, une telle place au langage, les luttes féministes ne risquaient pas de perdre de leur concrétude, de leur puissance critique, de leur matérialité? Et ce sont ces questions que j'ai cherché à traiter dans ma thèse. Alors, une première ligne de recherche a consisté à faire au langage une place de premier plan dans une analyse qui serait vraiment matérialiste des rapports sociaux et des formes de vie politique. J'ai pris pour hypothèse l'affirmation d'une chercheuse importante des études de genre, qui est Eve Kosowski-Sedgwick, qui explique que la construction d'une perspective critique sur les rapports de genre se fonde sur une analyse du pouvoir producteur du langage, et elle dit de sa performativité. La performativité, donc, c'est un concept qui est développé par le philosophe du langage John Austin, pour combattre une représentation du langage comme un simple reflet du monde réel. Et donc Austin combat cette représentation pour montrer que nos énoncés peuvent agir dans le monde, et que pour faire des choses avec nos discours, il faut disposer d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité et respecter certaines conventions. Alors je me suis appuyée sur cette analyse pour mettre en évidence le caractère producteur d'énoncés et de catégories qui prétendent décrire le genre alors qu'ils sont en réalité en train de le construire, et de le construire d'une manière particulière, c'est-à-dire comme un fait naturel qui est trouvé là, qui est préalable à tout choix politique et à toute organisation sociale. J'ai donc en fait, pour le dire en deux mots, essayé de montrer le rôle du langage dans la naturalisation des catégories et des rapports de genre. J'ai essayé de développer l'idée d'un pouvoir performatif du langage qui serait interne au réel. C'est-à-dire, j'ai essayé de rendre compte du pouvoir structurant du langage sur nos expériences, sur les rapports sociaux, sans nier pour autant la réalité du réel et sans tomber dans une forme d'idéalisme qui consisterait à dire que tout est langage et qui ne rendrait pas justice aux phénomènes sociaux et politiques que je cherchais à analyser, à commencer par l'oppression, l'exploitation et la violence. Le problème que j'ai rencontré une fois cette thématique abordée, c'était qu'il ne suffit pas en fait de montrer qu'un phénomène n'est pas naturel pour mes contingents, pour l'affaiblir, pour affaiblir son pouvoir structurant. Si vous voulez, qu'importe que le genre soit contingent et qu'il ne soit pas naturel, puisqu'il structure nos existences et nos relations. Alors pour l'affaiblir, il m'a semblé qu'il fallait déjà commencer par comprendre quelle était la force du genre. La question que j'avais à affronter alors, c'était de reconnaître la force structurante du binarisme sexuel, de l'hétéronormativité, sans développer une conception figée du genre qui masquerait l'hétérogénéité des productions du genre et qui réessentialiserait les catégories. Et donc pour explorer cette question, je suis partie j'ai développé une deuxième ligne de recherche qui a consisté en une discussion approfondie des travaux de Judith Butler sur la performativité du genre. Je me suis interrogée sur les rapports entre performativité du genre et performativité du langage, et sur les raisons pour lesquelles Butler avait cherché, en fait, avait repris le concept linguistique de performativité pour penser le genre. J'ai montré que cette reprise du concept de performativité permettait de comprendre, de penser à la fois la force et la contingence du genre, c'est-à-dire en fait à la fois les régularités et les ratés dans la construction du genre et dans la reproduction des normes, et donc à la fois la naturalisation et la possibilité de la subversion des normes de genre. J'ai répondu, ce faisant, à certaines objections qui ont été faites à Butler, qui concernent la matérialité du corps, le volontarisme de la performance de genre, et pour avancer dans ces réponses, j'ai développé une analyse incorporée de la performativité, qui consiste à dire que
Penser le pouvoir des discours n'implique pas d'oublier le corps ou de nier sa matérialité, parce que la pratique du langage est elle-même incorporée et parce que la performativité des énoncés, le pouvoir du langage, se fonde sur une incorporation des normes sociales par les individus. Le problème que j'ai affronté à ce moment-là, c'est que si l'incorporation des normes rend bien compte de la force du genre et de la force de la construction du genre, est-ce que par contre, cette incorporation ne nous dépossède pas de toute capacité de résistance? Pour répondre à cela, j'ai montré que si la construction du genre a lieu dans une série de pratiques, notamment linguistiques, mais aussi corporelles, il est possible de déployer des contre-pratiques et d'utiliser le pouvoir du langage pour agiter, perturber, subvertir le genre. Et ça a été la dernière ligne de recherche qui a consisté à m'interroger sur le pouvoir transformateur des individus en explorant les usages du langage dans les luttes féministes. J'ai travaillé notamment sur la libération de la parole, sur les groupes de prise de parole, qui sont aussi des groupes de prise de conscience. J'ai travaillé sur les différentes stratégies de féminisation ou de queerisation du langage. Et j'ai aussi travaillé sur les slogans, donc l'usage et l'invention de slogans dans les luttes féministes. L'enjeu était de repenser à la fois la performativité du langage et la transformation des rapports de genre. J'ai défendu, comme vous l'avez dit, la possibilité d'une performativité insurrectionnelle qui conteste, déplace et redéfinit les conventions qui encadrent le pouvoir du langage. Et j'ai exploré le rôle des pratiques discursives dans les parcours de politisation, de subjectivation et d'émancipation, d'une part, et d'autre part dans la construction de collectifs de lutte et de nouvelles solidarités. Pour cela, je me suis appuyée sur des analyses d'exemples tirées de ma propre expérience et de l'histoire politique féministe. Ainsi, j'ai donc souhaité, dans cette thèse, faire dialoguer différents champs de recherche, différentes disciplines, pour contribuer à l'analyse et à la compréhension du genre, ainsi qu'au développement d'une philosophie féministe qui articule de manière assumée des questionnements scientifiques et des questionnements politiques. Je remercie encore vivement l'Institut du genre pour l'attribution de ce prix et plus généralement pour l'important soutien qu'il apporte à la recherche scientifique sur le genre et tout particulièrement à la jeune recherche au travers de divers programmes, de diverses initiatives, notamment la campagne Mobilité Jeune Recherche dont j'ai eu la chance de bénéficier en 2016 qui m'a permis de faire un séjour de recherche à New York pour visiter des fonds d'archives orales féministes à CUNY et Columbia. Et non seulement ce séjour de recherche a compté m'a permis de découvrir des sources importantes dans ma thèse, mais il a ouvert de nouvelles perspectives de recherche qui se concrétisent aujourd'hui dans le post-doctorat que je fais, puisque je fais un travail à l'Université Paris-Lumière sur le genre et les archives, dans lequel je réalise une collecte d'archives orales féministes. Donc tout ça pour dire que l'Institut du genre, que je remercie vivement l'Institut du genre pour le soutien qu'il m'a apporté au cours de mes recherches et aujourd'hui de m'accorder ce prix de thèse qui me permettra de travailler sereinement et avec enthousiasme à la publication de ma thèse. Je remercie également ma directrice de thèse, mes amis, mes collègues qui sont présents et présentes aujourd'hui pour leur soutien pendant mon travail. Et je vous remercie de votre attention. En raison des pouvoirs que m'ont conféré le GIS et les pouvoirs que ne m'ont pas donné tout mon militantisme féministe, mais que je me prends, je suis très contente, heureuse et impressionnée de vous donner le prix de thèse de l'Institut du genre 2019. Et voilà, je vous souhaite non seulement d'avoir très vite un poste, mais une bonne vie au sens philosophique du terme. Merci beaucoup. Mona, j'ai peur de m'adresser à vous, parce que je connais maintenant tous les pièges du langage, mais néanmoins, voilà, je prends la liberté, ou on me l'a donné, de vous remettre le prix de thèse de l'Institut du genre, de l'année 2019 pour votre thèse « Le langage est un lieu de lutte ». Et une fois qu'on a lu ça, eh bien, on a beaucoup dit, à la fois dans la transmission des études de genre, mais aussi dans la transmission de la lutte féministe. Merci beaucoup.